Bonsoir à tous et bienvenue, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur TM1. Nous sommes mercredi soir, c'est l'heure de l'actu en débat. Le magazine de la semaine qui passe en revue l'actualité de la semaine. Le gouvernement a déclaré le 23 août 2024 l'état de catastrophe nationale suite aux inondations au Mali qui ont causé plusieurs dégâts. Magistrature, les diplômés en licence peuvent désormais concourir. Et nos derniers points, nous parlons de la diplomatie avec le Danemark qui envisage fermer son ambassade au Mali et au Burkina Faso. Nous en parlons avec nos invités, M. Ami Baba Cissé, journaliste, directeur de la radio Sahel FM. Monsieur, bonsoir. Monsieur Nguessan, bonsoir. Monsieur Laya Diarra, journaliste au quotidien Le Soir de Bamako. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télé TM1. Tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, le gouvernement malien a déclaré le vendredi 23 août 2024 l'état de catastrophe nationale après des inondations qui ont fait 30 morts et 47 374 sinistrés depuis le début de la saison des pluies en juin lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Catastrophe nationale déclarée par les autorités. Laya Diarra, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, il ne pouvait en être autrement, hein, au regard de l'ampleur des dégâts enregistrés, au regard aussi de la situation, du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, puisque nous sommes en période hivernale, et les pluies, ce n'est pas fini encore. Et déjà, on compte beaucoup de dégâts dans le pays et beaucoup de victimes. Donc, c'est tout à fait normal que l'État assure ses droits, ses obligations régaliennes. C'est dans ce sens que cette décision a été prise à travers le décret présidentiel. Ami Baba Cissé, catastrophe nationale, est-ce une opportunité aujourd'hui pour faire face aux inondations? Merci, bonsoir à tous. Je pense, comme l'a dit Laya, le gouvernement n'avait pas le choix. Parce que face à cette situation catastrophique qui a causé d'énormes dégâts à la fois matériels et humains, nous présentons de passage nos condoléances. Je pense que le gouvernement se devait au moins de venir proposer quelque chose. Pour l'instant, ce ne sont que des annonces. On attend de voir comment est-ce que tout cela va être géré. Parce que c'est là aussi la question. Le gouvernement avait entamé un moment une campagne de sensibilisation, mais la sensibilisation à elle seule ne suffit pas. Il fallait anticiper, il fallait proposer vraiment des mesures vigoureuses. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il y a des actes que le gouvernement est en train de poser qui auraient dû être posés en amont. Et je crois quand même qu'il n'est jamais trop tard. Le fait de proposer quelque chose pour soulager les victimes, on attend de voir ce que cela va donner. Alors, quand on parle de catastrophe nationale suite aux inondations, quel contenu on peut mettre dans la catastrophe nationale? Catastrophe nationale, il faut d'abord voir ce que ça signifie. Une catastrophe nationale, c'est quand même une déclaration officielle faite par un gouvernement lorsqu'une catastrophe ou une crise majeure se produit et devant laquelle les autorités, les réponses locales ou régionales ne peuvent pas combler les attentes. Donc, la mesure vise, il s'agit pour le gouvernement de réagir rapidement et efficacement pour rétablir les services de base et pour minimiser les pertes humaines et pour réduire les dégâts. Et je crois que c'est dans ce sens que le gouvernement a pris cette décision encore. Justement, il y a eu un plan de secours qui a été concocté, à savoir la poursuite de la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction formelle d'attribution de parcelles à usage d'habitation dans les zones inondables, ou encore le curage des collecteurs de caniveaux et des jonctions des voies de coulement d'eau. Alors, est-ce que ces mesures que le gouvernement a prises, selon vous, Baba Cissé, cela peut vraiment essayer, un tant soit peu, de faire face aux inondations?
D'abord, juste pour rajouter à ce que Laya a dit, je suis d'accord, la catastrophe naturelle. En fait, les inondations partout au monde, ce sont des choses qu'on ne peut pas empêcher. On les appelle les cataclysmes. Il y a les grands vents, il y a les inondations, il y a les tremblements de terrain, ainsi de suite. Bon, cette fois-ci, comme je l'ai dit, il y a des endroits qui ont été inondés parce qu'il y a quand même un certain nombre d'aspects. Vous venez de le dire, il y a de l'incivisme, il y a l'inconscience des élus, il y a aussi ce manque d'anticipation de l'État dont j'ai parlé tout de suite. Donc il y a tous ces aspects. Maintenant, le fait d'interdire, cela veut dire que ça ne va plus se produire. Et ce qui est déjà fait. Il y a des gens qui ont des parcelles qui ont construit chaque année sur le même scénario. Vous allez voir ceux qui sont inondés, peut-être ils vont déguerpir pour l'instant. Dès que l'hivernage va finir, ils vont encore revenir sous les yeux de l'État. Moi, je ne prends même pas cet aspect. Je prends l'exemple même de la capitale qui est Bamako. Prenez la zone ACI 2000, qui est une zone commerciale, une zone par excellence. Mais quand il pleut, ceux qui sont témoins, quand il pleut, c'est pire. L'eau ne passe pas. Est-ce que là, c'est les parcelles qui sont mal loties? Non. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut gérer pour que ce qu'on est en train de vivre chaque année ne puisse pas se faire. Et parmi ça, il y a les collecteurs, parce que quand l'eau ne passe pas, c'est vrai, les gens peuvent mettre des ordures qui viennent. Si les caniveaux sont bien faits, je pense que même si on met des ordures, il y a quand même possibilité que ça aille. Un quartier, une zone comme l'ACI 2000 ne devrait pas être inondée. À la minute près, 10-15 minutes de pluie, c'est la catastrophe. Donc je pense que maintenant, puisque tout le pays a connu des dégâts, Gao, Sang, un peu partout, c'est normal qu'on élargisse cet éventail à une échelle nationale. Maintenant, le problème du Mali, c'est quoi? Le Mali est un pays pratiquement isolé. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Dans la plupart des pays, quand il y a des situations comme ça, il y a des partenaires qui aussitôt accourent pour venir secourir. Parce que quand vous avez le feu chez vous seul, quel que soit votre moyen, vous ne pouvez pas. Il faut que les voisins, les amis puissent être là. Et malheureusement, on est dans une situation où l'ambiance n'est pas du tout agréable avec les partenaires, avec les amis, qui souvent sont prompts à agir à ce niveau. Même si on a de nouveaux partenaires, qu'est-ce qu'ils font? Qui les a vus? Qui a apporté quoi? Je pense que ce sont des questions. L'État a donné vraiment des engagements. Maintenant, est-ce que l'État peut les tenir dans une situation de crise grave? On essaie de voir. Alors, Laya Diarra, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a pris des dispositions. Au-delà même des inondations, c'est vrai qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur changement climatique qu'il ne faut pas nier. Il y a le facteur humain. Le fait que les hommes même peuvent prendre du plaisir à construire dans les nids de poules, l'incivisme de façon générale. Alors, selon vous, comment est-ce que l'on peut juguler réellement des solutions vraiment appropriées pour que nous, c'est vrai, on ne peut pas dire fin, mais essayer de minimiser vraiment les inondations pour les années à venir? Oui, mais cet aspect, moi je crois qu'il faut surtout voir l'incivisme d'abord des citoyens, mais aussi, il faut voir aussi la responsabilité des autorités municipales, des autorités de façon générale. Parce que, avant de développer cet aspect, il a parlé du cas de l'ACI où, à chaque grande pluie, on assiste quand même à une inondation, des flaques d'eau, où la zone devient pratiquement impraticable, alors que c'est une zone commerciale, la plupart des grands services sont basés dans cette zone. Regarde là, c'est la situation géographique de l'ACI, où il n'y a pratiquement pas de caniveau, pas de collecteur, alors qu'il suffisait seulement de construire des caniveaux qui débouchent directement sur le fleuve pour évacuer toutes les eaux qui descendent dans la zone. Mais ce n'est pas le cas. Mais pour ce qui est des quartiers, imaginez dans les quartiers où il y a des fossés, tout est bouché par le mauvais comportement des gens. Les familles attendent que le ciel nuage un peu seulement pour prendre tout ce qu'ils ont ordures dans la famille pour aller balancer ça dans le caniveau en se disant que quand l'eau va venir, ça va tout emporter. Tu as vu? Et souvent les constructions anarchiques. Heureusement que, il a dit, ces derniers temps, on assiste quand même à des actions sur le terrain parce qu'ils sont en train de déguerpir. Mais est-ce que ça va continuer? Parce qu'il faut que l'État s'assume. Il faut qu'il y ait l'autorité de l'État. Nous avons vu l'opération amicale. C'est vrai, ça fait des mécontents. Mais tout le monde reconnaît avec moi que ça a participé à enjoliver la capitale. Parce que tu peux t'arrêter d'un carré, dans un carré, et regarder jusqu'à perte de vue. Tu vois le passage. Les gens circulent librement. Et quand il pleut aussi, on débouche le caniveau et l'eau coule naturellement.
Et malheureusement, tout ça là, c'est pas arrêté. Donc, les premiers responsables d'abord, c'est d'abord nous citoyens, parce qu'il faut que nous changions nos comportements. Il faut que l'État aussi s'assume. Si au niveau de chaque commune, les structures communales prennent les responsabilités, moi je crois qu'on peut réduire tant soit peu, en tout cas ces situations quoi. Qu'est-ce que l'on peut faire vraiment pour juguler ces inondations à répétition à chaque période hivernale? Non, moi je ne pense pas que dans l'immédiat qu'il y ait une solution. Toutes les options qui sont en train d'être prises, c'est juste pour donner à un patient une sorte de calmant. Il y a une urgence qui est là, il faut gérer. Ça va être la même chose. Vous allez voir que l'année prochaine, ce sera le même débat qui va être posé si quand même la pluviométrie augmente, comme vous avez parlé de réchauffement climatique. Tout ça va dépendre de ces facteurs climatiques. S'il y a plus de pluie, la façon dont on est, ça ne va pratiquement pas changer. Mais quand même, il a parlé des ordures. Qu'est-ce qui fait que les gens déversent leurs ordures? Parce qu'ils n'ont plus d'endroit où verser. Et la responsabilité des élus, c'est à ce niveau qu'il faut les citer. Imagine Bamako, ou bien les villes, les localités environnantes. Il n'y a même pas de dépôt de transit. On a vu, il y a eu un moment là, des problèmes d'ordure à Bamako. Les gens jetaient les ordures sur les routes principales parce qu'il n'y en a pas. Donc, quand les gens arrivent à assainir et qu'on ne sait pas où est-ce qu'il faut mettre les ordures, finalement, c'est le moyen le plus facile pour eux. Et voici les conséquences que ça donne. Par exemple, si moi je mets ça devant moi, je sais que l'eau va l'amener. Peut-être c'est chez vous que ça va causer des dégâts. Il y a tous ces aspects, ainsi de suite. Donc, il y a l'insuffisance qui est là. Il y a aussi les autorités qui n'ont pas cette stratégie. Trouver un moyen de faire sortir ou bien de transformer les ordures. On en a parlé il y a 2, 3 ans, 4 ans même. C'est-à-dire les idées sont là, mais dans la concrétisation, c'est autre chose. Donc moi, aujourd'hui, je ne pense pas que la solution soit là. Je dis que même si tout est bien fait, on voit en Côte d'Ivoire, c'est très bien fait, mieux que chez nous ici, mais pourtant, là-bas aussi, il y a des inondations. Au Niger, on en a vu, c'est pas seulement au Mali, au Burkina, un peu partout dans la sous-région. Même en France, il y a des inondations. Donc, aux États-Unis, c'est la même chose. Je pense que à un moment donné, au moins, ils prévoient, comme on dit. Ils savent que quand il doit y avoir un ouragan, la vitesse, la puissance, tout ça les prévenir et on alerte. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On vient toujours constater après les dégâts. Malheureusement, c'est ce qu'il faut changer. Mais il y a cette particularité aussi au niveau de la capitale. C'est-à-dire les constructions en Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la course aux parcelles. Les gens, c'est-à-dire on te donne même une parcelle même au bord du fleuve. Tu es prêt à construire. En bas d'une colline, ou bien même sur la colline, les gens sont prêts à construire. Donc tout ça, alors que ce sont des endroits qui obstruent, ce sont des constructions qui obstruent le passage de l'eau. Tu as vu? Donc, même pour ce qui concerne l'intérieur, bon, souvent là aussi, tu vois que les gens construisent souvent dans des bas-fonds. Bon, l'eau, on ne sait pas quand est-ce que ça vient, et même avec quelle puissance aussi ça vient. Et généralement, c'est comme ça. Tu as vu le cas de Sang? Oui. Sang, les dégâts étaient tellement importants. Même le centre de santé, qui était censé quand même recevoir les victimes, était pratiquement inondé. Il a fallu qu'on évacue tout ce qu'il y avait comme patients et puis le matériel pour au moins faire face à la situation, quoi. Tu vois. Alors, donc, ce qui veut dire, avec la déclaration de l'état de catastrophe nationale, l'État doit pouvoir vraiment prendre sa responsabilité pour que nous puissions, à la longue, éviter de telles situations qui ne font que trop endeuiller les familles. Alors, notre point numéro 2 du jour, concours de la magistrature, les détenteurs de la licence sont désormais habilités à participer au concours des auditeurs de justice. La décision a été prise le 14 août par les autorités. Alors, on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour les licenciés? Oui, tout à fait, parce que vous savez, il ne s'agit pas seulement du concours de la magistrature, même pour les autres, même pour la fonction publique. Je crois qu'il faut changer à cela, parce qu'au Mali, pour le concours des cadres supérieurs, c'est le diplôme de maîtrise qui est exigé, Bac plus 4. Donc, alors que depuis quelques années maintenant, on est dans le système de LMD, les licences master doctorat. Mais la magistrature, bon, pour la première fois, on donne la chance quand même aux détenteurs de licence vraiment de postuler. Moi, je crois que c'est, comme tu l'as dit, c'est quand même un ouf de soulagement pour les détenteurs de ce diplôme-là, quoi. Monsieur Cissé, ouf de soulagement pour les futurs auditeurs de justice? Bon, écoutez, les concours de la fonction publique, généralement, c'est les concours qui font plus de déception, plus de frustration, parce que les gens postulent. Là où vous avez besoin de 10 personnes, vous trouverez 3000 candidats, ainsi de suite. Mais moi, j'ai un petit souci avec cette histoire, parce que la magistrature, ce n'est pas n'importe quel corps. Il faut avoir non seulement de l'intelligence et de la maîtrise, et beaucoup d'autres aspects. Lorsque vous prenez quelqu'un qui a la maîtrise,
ou bien le doctorat, en fait, la sélection devrait être dure. Aujourd'hui, c'est comme si on ouvre la porte souvent à des gens qui n'ont pas la maîtrise en quelque sorte. C'est vrai, ça va leur permettre de postuler. Mais jusqu'où ? La licence, c'est un diplôme, effectivement, c'est comme le bac. Mais la licence et la maîtrise. Aujourd'hui, vous voyez les magistrats, que ce soit procureur ou bien juge, il faut être très solide dans la tête, il faut être très dur dans l'intelligence pour pouvoir faire face à des dossiers. Mais permettre juste aux gens de faire un concours de la magistrature de façon très banale comme ça, parce que c'est ce que moi je pense, on aurait dû les obliger ou bien de rester là où nous étions. Même aujourd'hui, les gens décrient la justice. Pourquoi ? Parce qu'on met toujours le problème sur les acteurs. Parce que quand ça ne va pas dans la justice, ce n'est pas la justice en tant que telle, mais c'est toujours les hommes qui l'animent. On a vu cette indépendance qui pose problème, ces cris après chaque verdict, tous ces aspects-là, ça compte. Mais le juge ou bien le procureur, il doit être un homme à la tête bien pleine et à la tête bien faite. Mais quand on prend, surtout aujourd'hui que l'éducation est en perte de vitesse, vous prenez des gens qui ont juste le minimum, parce que je pense que la licence, c'est le minimum après les autres. C'est vrai, dans les autres secteurs, il n'y a pas de problème, c'est la loi qui le dit. Mais aujourd'hui, dans la fonction publique, bon, comme aussi il y a ce tri, il peut y avoir des gens qui ont la licence, qui sont mieux que des gens qui ont la maîtrise, qui peuvent être même mieux que des gens qui ont le doctorat. Mais ça, c'est des cas très rares. Mais il faut toujours faire en sorte que les structures les plus importantes, la sélection puisse être très dure. Là, je pense que c'est un peu banal, cette porte qu'on a ouverte. Mais il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. C'est vrai, tu es détenteur de maîtrise comme moi, chacun dans sa spécialité. Moi, je crois que c'est quand même permettre à ce que les détenteurs de licence fassent ce concours. Moi, je crois que c'est rendre justice. Parce que, il l'a dit, un magistrat, c'est quelqu'un qui a la tête pleine. Parce que la formation ne se limite pas seulement à la fin du cycle. La formation, elle est perpétuelle. Et puis, la connaissance, là, c'est un don. On ne finit jamais d'apprendre. Tu peux finir avec ta maîtrise et maîtriser le droit plus qu'un docteur. Tu peux avoir la licence et maîtriser le droit plus que quelqu'un qui a la maîtrise. Donc, ça veut dire que si on permet à un détenteur de licence de faire le concours, et s'il a la chance de passer, ça veut dire que si le concours est transparent et qu'il passe, ça veut dire qu'il a le niveau. Il va rentrer dans un institut de formation. Il finit cet institut, il va quand même pratiquer. Quand il va pratiquer, moi je crois que c'est l'occasion aussi pour lui d'apprendre. Parce que là, c'est la pratique. Et c'est un apprentissage perpétuel, quoi. C'est un apprentissage perpétuel. Moi je crois qu'à ce niveau, le problème ne doit pas se poser parce que c'est plutôt rendre justice à ces gens-là, quoi. Mais lorsqu'aujourd'hui, à vous entendre parler, on a créé le système LMD. Alors pourquoi est-ce qu'on peut permettre à d'autres de concourir à certains candidatures pour certains postes et d'autres non? Alors que ce même système, les mêmes diplômes sont reconnus par nos mêmes autorités. Est-ce que quelque part le système LMD n'est pas un problème? Non, mais c'est pourquoi je parlais de ce que... Je l'ai dit tout de suite, je ne sais pas pourquoi cette sélection. Parce que même récemment, le concours qui est en train de se produire, les gens sont en train de déposer des dossiers. Mais il y a des concours, disons, il y a des concours à la fonction publique où même certains acteurs de santé ne sont pas concernés. Ils ont les diplômes, ils sont nombreux au Mali, mais jusqu'à présent, ils attendent, comme ces licenciés-là, d'être intégrés. Par exemple, ces licenciés des droits publics, ils peuvent être dans tous les secteurs. Ils sont dans la presse, ils sont dans l'enseignement, et ainsi de suite. Mais les autres, là, c'est difficile qu'ils puissent, parce que la santé, c'est là la pratique. Tu ne peux pas sortir. Généralement, les gens qui sortent de la santé, c'est les gens qui ne chantent pas. Ils finissent directement, ils ont le travail. Mais ces infirmiers, il y a des infirmiers d'État, comment on appelle ça, des obstétriciens, qui ont le diplôme, mais qui veulent faire le concours de la fonction publique, mais qui ne sont pas concernés par ces secteurs-là. Pourquoi on attend jusqu'à aujourd'hui, cet aspect n'est pas là. Mais là où vous avez dit, on peut apprendre toujours, mais il y a des aspects dans lesquels on ne vient pas apprendre. Un médecin ne vient pas apprendre directement. Dès que vous faites le concours, on pense que, voilà, vous avez la vie des gens entre vos mains. Et les magistrats aussi, c'est la même chose. Il y a des magistrats qui connaissent le droit, mais qui dévient, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup de paramètres qu'il faut. Moi, je ne suis pas contre le fait que on les autres, mais je pense que c'est trop léger. On aurait dû les laisser continuer à aller soit à la maîtrise, soit au doctorat pour pouvoir faire le concours de la magistrature.
Alors, continuer à faire justement avec cette décision, c'est vrai qu'aujourd'hui, en permettant à ces diplômés en licence de concourir, cela n'est pas aussi une aubaine pour quand même permettre à cette jeunesse-là aussi d'avoir de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est le problème de l'emploi de la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas aussi une porte de sortie pour pouvoir vraiment permettre à cette jeunesse-là de se prendre en charge? Combien vous êtes... Mais c'est vrai, pour le cas de la magistrature, tu sais, ce concours a la spécificité de ne s'organiser que périodiquement, contrairement à la fonction publique. Et la fonction publique, on recrute généralement dans tous les corps, administrateurs civils, inspecteurs de finances, inspecteurs des impôts, conseillers des affaires étrangères, et tout, inspecteurs du trésor, tout. La magistrature, il faut être diplômé, être en droit public ou en droit privé. Et généralement, tu sais qu'au Mali, les concours, c'est-à-dire dans le corps, dans le droit privé, c'est-à-dire pour les juges judiciaires, généralement c'est 40-50. Et pour le droit public, les juges administratifs, c'est généralement 20. Donc, c'est-à-dire l'ensemble réuni souvent, sauf ces dernières années, je crois que le dernier concours on a recruté jusqu'à 100. Et c'était vraiment une exception. Bon, les gens qui sortent des écoles, de l'ENA, de la faculté des sciences juridiques et économiques, tu as ta maîtrise. Bon, c'est vrai, ils font autre chose. Moi, je suis juriste, je suis en train de faire le journalisme, c'est vrai. Beaucoup de gens sont sortis de l'ENSUP Flash, de l'ENA et autres, qui sont dans le métier de journaliste. Mais, c'est-à-dire, quel que soit ce que tu fais, il n'y a pas de ce métier, il n'y a que des sortes de gens. Tu peux être ingénieur en génie civil et faire autre chose qui n'a rien à voir avec ta formation. Maintenant, pour ce qui concerne la magistrature, parce qu'on est de cette question que l'on parle, à quoi bon de former des juristes et leur donner un diplôme et les laisser comme ça dans la rue? Si on ne donne pas l'occasion à ces gens de compétir et de faire le concours pour aspirer à briguer, disons, à exercer. Ils font le concours, s'ils passent, ils vont être accueillis dans la famille judiciaire, exercer. S'ils ne passent pas, ils vont faire autre chose, ou ils vont poursuivre leurs études et faire le CAPA ou le concours d'avocature et autre chose. Et c'est comme ça. Moi, je crois que, tu l'as bien dit, hein, c'est des questions d'emploi. Et vous avez vu que dans le pays, il est arrivé un moment où les gens se plaignent, disent qu'on nous forme, on a le diplôme, il n'y a pas de concours, on s'assoit. Mais à quoi bon de donner une licence à quelqu'un et lui dire que bon voilà, on a adopté un système de licence master-doctorat. À quoi bon de les former et après on dit qu'il n'y a pas de concours, vous ne pouvez pas postuler? On permet à des maîtrisards de postuler et ces détenteurs de licence, ils sont là, ils ne postulent pas. Moi, je crois que ce n'est pas juste. Et ils apprécient cette décision du ministère de la Justice. Oui, il y a une précision que je choisis par rapport à cela. Non. Par rapport à cette jeunesse, surtout cette jeunesse, un emploi pour cette jeunesse-là. Non, mais je pense que ça ne résout pas le problème. Aujourd'hui, prenez là où ces juristes-là sortent, il y a plus de 100 000 étudiants, plus que ça même. Mais combien auront le travail? Peut-être, vous-même vous l'avez dit, peut-être 100 personnes maximum. En fait, il y a d'autres juristes qui n'ont pas attendu l'État, qui sont en train d'œuvrer dans d'autres secteurs. Ce n'est pas ça. Si l'État ne crée pas d'emploi, l'État doit créer les conditions pour que l'emploi puisse être là. Mais je pense quand même que s'il y a confrontation entre quelqu'un qui a le doctorat ou bien quelqu'un qui a la maîtrise et un licencié, naturellement que c'est l'autre qui devrait être privilégié, quoi, parce que le diplôme aussi, ça... C'est plutôt la connaissance. La connaissance surtout. Tu peux être maîtrisant et ne rien avoir dans la tête. Il y a des gens qui ont la maîtrise, mais il y a des étudiants en droit qui maîtrisent le droit plus que eux. D'accord, c'est très bien compris. C'est très bien compris. On va revenir sur ce débat pour plus en large, pour essayer d'approfondir un peu les points de vue. Alors notre troisième sujet qui va refermer ce débat, c'est bien sûr le Danemark qui ferme son ambassade au Mali et au Burkina Faso. Donc ils ont décidé de fermer cela d'après les impressions de la diplomatie danoise. C'est dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Alors peut-on aujourd'hui, après la Suède, voilà que la Danemark aussi ferme ses ambassades au niveau du Burkina et du Mali. Est-ce qu'on peut dire quelque part que les pays scandinaves sont un peu hostiles au régime militaire? Bon, on peut dire ainsi, au regard de la succession des événements, tu vois, après le cas de la Norvège, le cas de la Suède, et voilà que c'est le Danemark qui annonce vraiment la fermeture de sa représentation diplomatique dans notre pays. Et moi, je crois que c'est... Bon, les gens vont dire que avec cette succession d'événements, le Mali est en train d'être victime d'un isolement. Moi, je crois que le cas du Danemark, c'est vrai que c'est un pays avec lequel on avait des relations diplomatiques
qui date de longtemps. Et le Mali tire beaucoup profit de ces relations avec le Danemark. Bon, au-delà des projets qui sont financés, là, de renforcement de capacités, gouvernance et autres, le Danemark aussi, je me rappelle bien, avait participé à la mission, à la MINUSMA. Avait participé à la MINUSMA et était prêt à intégrer l'opération de Takuba. Et c'est là, vous vous rappelez bien, qu'il y a eu même des frictions diplomatiques. Parce que je me rappelle que quand il y a des unités danoises qui devaient venir pour intégrer le groupe, le Mali les avait rejetés. On leur avait demandé de rentrer parce qu'ils n'avaient pas le consentement des autorités maliennes. Et ça date de quelques années, 2 ans, c'était en 2022. Bon, ce n'est pas surprenant, hein? Ce n'est pas surprenant. Mais je crois que la mesure, je la déplore. Hein? Je la déplore, mais bon, c'est un choix. Ils ont leur raison et qu'ils ont expliqué. Et je crois qu'on l'admet. Monsieur Cissé, qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture, encore une fermeture de plus? Bon, je ne pense pas que c'est la rupture des relations diplomatiques. Fermer une ambassade, ça c'est peut-être un coup dur. Parce que ce n'est pas tous les pays qui ont eu la chance d'avoir l'ambassade de ces pays-là. Je me demande même si le Mali a une ambassade au Danemark, mais quand même, ce qui est sûr, c'est un point noir de la diplomatie. Parce que moi, je déplore cette diplomatie aventurière que le Mali est en train de mettre en place depuis quelques mois, depuis quelques années. Pour quel objectif? Je le disais tout de suite, le Danemark fait partie des pays qui jouent souvent même le rôle de l'État à sa place. Prenons le cas de la MINUSMA, le cas de Barkhane, le cas de toutes ces ONG qui sont parties. Jusqu'à présent, l'État est incapable de gérer le rôle et les difficultés que ces associations gèrent ici. Les gens sont au chômage depuis combien de temps? On vient de parler tout de suite d'emploi. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse se dire certaines vérités. Le Danemark, c'est un État que je ne connais pas du tout. Mais son rôle dans l'économie, dans la diplomatie, même il a parlé de ça militairement. C'est-à-dire, quand on a des amis, il faut savoir gérer. Pour l'instant, je n'ai pas vu la réaction des autorités, ce qui est très rare. D'habitude, c'est du tic-au-tac. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais pour l'instant, rien n'est dit. Mais quand même, je pense aussi que c'est de leur souveraineté en tant que pays de Danemark. Parce que quand on a nous-mêmes décrété des principes, les gens vont nous avoir à ce niveau. Ils sont libres, souverains de dire qu'ils vont partir. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Mais cette année, quand même, on va continuer. Mais ce qu'il faut déplorer, ce ne sera pas le dernier pays. Parce qu'il faut qu'on soit très clair. Le Danemark fait partie des pays de l'Union européenne. Ce sont les amis de l'OTAN. Lorsque le Mali prend une certaine position qui ne les engage pas, les Blancs ne sont pas si hypocrites. Ils ont des intérêts, uniquement des intérêts, pas d'amitié. C'est nous, Africains, qui pensons que les pays ont des amis. Donc, ils sont en train de prendre déjà leur distance. Et si demain, après-demain, il y a problème, ça ne va pas les mettre dans l'embarras. Il faut se mettre dans le carcan de l'OTAN, dans le carcan de l'Union européenne, et jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va aller. Alors justement, pour refermer rapidement, alors est-ce que cela peut avoir encore des impacts avec tout à fait, les impacts, c'est incontestable. Et parce que la fermeture de la représentation diplomatique ne veut pas dire que la rupture carrément des relations avec le pays. Okay. Mais je crois que ce qui est indéniable, c'est que en termes de contribution, d'appui financier, ça va beaucoup jouer sur les relations. Alors, rapidement. C'est le constat qui est triste. Aujourd'hui, le pays est presque à l'arrêt. Économiquement, financièrement, nous sommes étouffés. Le Premier ministre l'a dit récemment que le Mali n'a plus de subventions. Ces subventions, c'est qui? Vous me donnez 1000 francs, l'autre me donne 200 francs. Ce sont ces contributions de quelques pays amis. Personne n'est obligé, mais ça fait 2 ans, 3 ans que ces subventions ne sont plus là et la vie est chère de plus en plus et l'État même est incapable, comme on l'a dit, de gérer les produits. Et pour parler de chiffres, rapidement, on rappelle qu'on dit que l'appui financier est estimé à 1,3 milliard couronnes, c'est-à-dire francs danoises. Mais converti en CFA, ça donne 175 millions de francs CFA. Je crois que c'est très important.
175 millions d'euros. Donc voilà. ça, c'est quand tu convertis ça en ok, justement, c'est bien compris. Nous aurons le temps de revenir un peu sur cette fermeture en cascade des ambassades dans ces pays. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nos invités étaient Laya Diarra, du journal Soir de Bamako, Ami Baba Sissé, journaliste, directeur de la radio Sahel FM. Tout un plaisir pour moi d'être à votre compagnie. Restez toujours en notre compagnie. TM1, la chaîne qui vous allume. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.